Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 29 avril de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Quand on parle de DBS Matin, c'est 2 heures d'information, car comme j'aime souvent le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque nous sommes sur DBS Matin, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Tout et maintenant, mesdames, messieurs, nous entrons dans le vif du sujet avec la chronique de Hervé Moukouri. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, assez bien. Tout va pour le mieux. C'est vrai que hier, j'ai eu la visite des gens qui n'aiment pas mon téléphone. Donc, ils s'en ont chargé, Ah, et ils ont pris votre téléphone? Très, très gentiment d'ailleurs. Ils ont récupéré leurs biens. Ils ont récupéré leurs biens, comme on dit. Ah, bien, vous voyez, c'est justement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On espère tout simplement que vous allez avoir un nouveau téléphone dans les jours qui viennent. Et vous nous dites dans la chronique de ce jour... parce que c'est un outil professionnel. Voilà, dans les heures qui viennent d'ailleurs. Dans la chronique de ce jour, vous nous revenez en tout cas sur le mémorandum du Grand Nord et vous vous interrogez si c'est réellement le bon moment. Et la question est toute là. Le moment est-il bien choisi pour retenir toute l'attention de la communauté nationale et surtout du principal destinataire qu'est le président de la République? Pondre un mémorandum en pleine guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pondre un mémorandum en pleine guerre sanitaire du Covid-19, pondre un mémorandum en pleine incertitude de lendemain économique ne me paraît pas approprié, juste et surtout avoir l'effet tant escompté. Dans son édition de mardi 28 avril 2020, le quotidien Le Jour, qui a d'ailleurs pignon sur rue, publiait grandement un pamphlet des filles et fils du Septentrion. Le journal de nous apprendre que ces ressortissants des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord, dont on ignore l'identité, mais qui feraient partie de l'intelligentsia ou alors des fines fleurs de l'intelligentsia de cette partie du Cameroun, a décidé de prendre son destin et partant celui des communautés de cette partie du Cameroun. Réunis sous la coupole d'une entité baptisée Ligue du Grand Nord, ces acteurs politiques, économiques, administratifs, universitaires et étudiants qui ont décidé de taire leurs divergences donc pour une même cause se sont concertés pour égriner un chapelet de frustration dont sont victimes les populations de cette partie du Cameroun, dont la partie septentrionale. Et là, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, prenant des exemples patents en relevant au passage la sous-représentation des populations du Septentrion au Parlement, la discrimination de ces natifs dans l'armée, la gendarmerie et même la police, l'absence des hôpitaux de référence dans les 3 régions que sont le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, les 2 poids, 2 mesures que vivent les prisonniers de l'opération Épervier originaire du Septentrion, l'absence ou plutôt la suppression des liaisons aériennes en destination du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, une situation, selon eux, qui isole cette partie du Cameroun au reste du pays. Au regard de toutes ces récriminations, la Ligue du Grand Nord a envisagé un basculement du parti au pouvoir, RDPC, vers l'opposition, notamment au mouvement pour la renaissance du Cameroun. On peut d'ores et déjà comprendre pourquoi ce mémorandum a été publié en exclusivité au journal Le Jour et non à l'œil du Sahel, comme l'ont très souvent ou jusqu'ici fait les ressortissants du Grand Nord. Ceux-ci, il faut le dire, il faut le reconnaître, ont raison sous toutes les coutures. La question restait demain, et je vous la posais en tout début, était-ce le temps, était-ce le moment? En tout cas, très peu de mémorandums ont eu un écho favorable. Il est un moyen très inefficace, il faut le reconnaître, de faire pression sur un régime qui semble déjà déjouer ce type
de piège. Dans les années 1990, dans les années 90 précisément, les Kirghizes, dans leur mémorandum, se plaignaient déjà de Paul Biya en affirmant que depuis son accession au pouvoir, cette politique de l'exclusion et de l'arbitraire est devenue au triple galop. Le mémorandum des fils de l'Est de l'Adamawa en 2018, si je me souviens bien, et le mémorandum du centre des universités Bamileke n'ont été tout simplement que des torsions. Pourtant, très pertinent ces mémorandums. Pourquoi cette indifférence donc du régime? Alors, la question est là, pourquoi cette indifférence du régime? Tout simplement parce que les mémorandums apparaissent comme des délires ethniques de personnes dont on ne connaît pas l'identité. Et c'est encore le cas avec le mémorandum du Grand Nord. À quel titre des groupes de personnes qui parlent à visage masqué pondent des pamphlets dans un coin de la République au nom des communautés dont ils se constituent des mandataires. C'est d'ailleurs le cas d'espèce. Et justement, dans ce cas d'espèce, le plus ridicule, c'est d'affirmer qu'ils entendent quitter un parti comme le RDPC pour un autre parti, alors que les filles et fils de cette région constituent un véritable bétail électoral. Pourquoi ne pas renforcer l'UNDP ou alors créer un autre parti plus puissant dans cette partie du Cameroun? Était-ce le bon moment? D'ailleurs, c'est la grande interrogation dans votre chronique ce matin que ces personnes du Grand Nord, ils ont d'ailleurs créé ce qu'on appelle la Ligue du Grand Nord et ils ont égrené un chapelet, il faut le dire comme ça, de frustration. Un chapelet de frustration. Et ils ont raison. Ils n'ont pas bon, enfin, il y a des problèmes dans tout le Cameroun, on le sait. Mais là, le problème ici, c'est qu'ils avancent à visage masqué. On ne sait pas qui se cache derrière. On vous dit des universitaires, des politiques, des sénateurs, des députés. Mais il faut qu'ils se dénoncent, qu'ils signent ce genre de mémorandum, qu'on sache qui est derrière et qui se cache derrière. Faut pas que... On va pas revenir également à ce que nous avons au sud-ouest et au nord-ouest d'ailleurs. Bon, là également, on va aller à une situation. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'on a la crise sanitaire. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce qu'on a le temps de vous entendre vraiment? Est-ce que c'est justement ça la grande interrogation? Si toutes les régions du pays se levaient justement et faisaient ce genre de déclaration, alors faisaient ce genre de pamphlet? C'est pourquoi l'État préfère ne même plus attacher une oreille. Répondre même à ce genre de voilà, manifester une oreille attentive par rapport à ce genre de mémorandum. On se dit, bon, c'est une gesticulation passagère et puis on passe à autre chose. On espère tout simplement que ce ne sera pas une gesticulation et que peut-être ils pourront être entendus justement par l'État du Cameroun. C'est ce que nous souhaitons, qu'ils soient entendus parce que c'est très pertinent. Et qu'eux aussi, ils aient également à visage découvert. On reproche justement aux gens, aux hommes politiques qui sont devant, on dit qu'ils sont âgés, ils ne veulent plus, ils ne répondent plus aux attentes des populations, ils ne sont plus suffisamment, ces personnalités ne sont plus suffisamment représentatives. Mais le problème est là, ceux qui semblent combattre cela, qu'ils se manifestent, qu'ils montrent qu'ils sont en... Et on voit un mémorandum qui va directement, il faut le dire, dans le quotidien Le Jour. Et nous connaissons le quotidien Le Jour, 13 et merci d'ailleurs, il faut le préciser, on ne va pas se cacher là-dessus. C'est justement ce qu'elle a dit. C'est justement là, on commence à s'interroger. On oublie également l'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gatama, qui fait d'ailleurs pas mal de belles choses d'ailleurs dans le septentrion du pays. Défenseur de la cause des gens de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, et qui aujourd'hui subitement est mis à l'écart. On n'a pas dit comme que Guibaï Gatama est dépéciste. Bon, c'est tout. En tout cas, je vous dis merci d'avoir été les nôtres ce matin dans votre chronique en espérant vous retrouver en forme demain et surtout avec un nouveau téléphone en espérant également que... croisons les doigts. que cette fois-ci les propriétaires ne vont pas le prendre. Mesdames, messieurs, vous êtes sur DBS ce matin, tout de suite et maintenant, voici le débat. Ils sont là justement, ceux qui vont débattre ce matin. À ma gauche, André Christelle Fanga, directeur de publication de la Dépêche du Midi, journal qui paraît, surtout magazine, qui paraît d'ailleurs sur le triangle national camerounais et partout en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Josselingos, merci de m'avoir invité. Nous disons bonjour à tous les Africains et tous ceux qui vont nous écouter encore ce matin. À votre gauche, Éric Pépin-Bicaille, doctorant et surtout, il faut le dire d'ailleurs, il a perdu sa sœur et dès demain d'ailleurs, nous entrons dans le vif du sujet avec la levée de corps du côté de l'hôpital de district de Lobaba. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Et encore nos condoléances, nous vous accompagnerons justement jusqu'à la dernière demeure en tout cas de votre sœur. À ma droite, docteur Béni Chris Kézi qui est également là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Steve Ngoss, et une fois de plus, merci pour l'opportunité qui nous est offerte de communiquer et surtout d'adresser toutes nos nouvelles à la population africaine en particulier et mondiale, puisqu'à l'heure que nous vivons, le monde vit de l'information et sans l'information, on ne peut pas se développer. Justement, monsieur, est-ce que vous connaissez Dr Jérôme Muyangui? Je vous pose la question, est-ce que vous le connaissez? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Comme moi. C'est un Congolais comme vous. Comme moi. Je vous pose la question, est-ce que vous le connaissez? Nous les connaissons et nous saluons d'abord. D'ailleurs. C'est le héros africain aujourd'hui, hein? En fait, il n'est même pas un héros africain. C'est le type d'Africain. En fait, il met en exergue l'expertise africaine qui longtemps a été mise à mal, non prise en charge par les autorités. Et nous félicitons le travail que ces frères africains ce jeune homme, il faut le dire d'ailleurs, a fait. Et en même temps, je peux vous rassurer, M. Steve Ngoss, qu'au Cameroun, le pays où je vis, au Bénin, partout, il y a de ces genres d'intelligence innovatrices qui sont malheureusement bafoués et négligés. Et souvenez-vous, M. Muyangui, lui-même, il a été Et vous allez le négligé. voir d'ailleurs, hein, dans un instant, je vais vous parler du docteur Jérôme Muyangui, c'est lui qui a d'ailleurs créé, il faut le dire comme ça, le Covid Organix, que l'OMS déclare aujourd'hui ne pas être un bon médicament. Bah, d'abord, il faut d'ailleurs le préciser, que Jérôme Muyangui est parti du côté de Paris pour demander de l'aide de 4 millions d'euros, il faut le dire d'ailleurs, pour pouvoir avoir de la monnaie pour faire ses recherches. Il est allé à Paris chercher d'ailleurs pas mal de personnes, et d'ailleurs nous allons écouter tous ensemble ces éléments. Il est allé dans plusieurs autres pays africains, personne ne lui a tendu la main. Le seul pays qui lui a tendu la main à la fin, c'était Madagascar. On l'écoute dans cette vidéo. Reçu une réponse. Comment êtes-vous arrivé au Madagascar? Vous êtes passé juste au Congo. Vous n'avez pas essayé de contacter nos dirigeants, nos présidents, enfin nos responsables de la santé et tout ça? Marius, lorsque nous avions fini à écrire le protocole, parce que je devais d'abord soumettre ces projets, quand je l'avais écrit, j'étais en train de solliciter 4 millions d'euros de financement ici en France. C'est comme ça qu'on avait écrit ces protocoles, d'abord. Et après, nous avons dit, il faut qu'on les propose au président ou au ministre. On ne visait pas de président, on visait le ministre des Santé. Le premier ministre qui a été, plutôt, pas le premier ministre, mais je veux dire, le premier ministre des Santé. Ouais. Voilà, merci. Le premier ministre des Santé qui a été contacté, c'était mon ministre, en fait, que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés. Le ministre de la RDC? De la RDC. Nous nous sommes rencontrés dans une grande conférence internationale à Lyon qui a été organisée par le président Macron du Fonds mondial. C'est là où je l'ai rencontré. Parce que là, une fois de plus, je suis parti présenter. Je suis invité dans toutes les conférences aujourd'hui mondiales, là où on parle de malaria. Je dois être là. Qu'il soit où je dois être là. C'est là où j'ai rencontré les ministres. Bon, il n'était pas en fonction quand j'étais arrêté à Kinshasa. Il avait déjà entendu peut-être parler du produit et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Je lui ai présenté d'abord le projet qui restait côté malaria et surtout montrer l'importance, comment est-ce qu'on pouvait lutter, on pouvait réduire les prévalences de la malaria en Afrique et en RDC. D'ailleurs, la RDC, c'est le deuxième poids en Afrique sur le choix, sur la malaria. Je propose le protocole, premièrement, je vais pas entrer beaucoup plus en détail. Premièrement, c'était mon pays. J'envoie. Et Lucille, la dame, parce qu'elle me connaît, j'ai l'amour exagéré pour mon pays. La dame qui a fait elle avait sur France 24, sur Jeune Afrique. Elle me dit, Jérôme, qu'est-ce que t'en fais? Je dis, Jean, je propose d'abord à la RDC, puis je vais voir. Et puis je te reviens. Parce que je savais que j'ai un contact un peu en RDC avec le ministre. J'étais fier. Je me disais, ouais, c'est d'abord mon pays qui va répondre le premier. Et on a envoyé au ministre. Aucune réponse, Marius. Aucune réponse. Après, je me suis pas découragé. Nous avions envoyé au conseil scientifique. Le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici, j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse.
C'était le moment où le président de la République avait créé la commission pour recevoir le projet de tous les Congolais, les gens qui parlent. Les gens sont passés dans les médias, ils faisaient des polémiques. Un bon produit, on ne fait pas des polémiques. C'est le produit fait plutôt un bon produit, on fait pas trop de publicité. C'est le produit qui va faire vraiment la publicité à la place. Et nous, on a fait ça. Le Conseil scientifique congolais n'avait pas pris ces projets. Je me suis pas arrêté là-bas, Marius. Nous avons écrit au prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Donc là, j'ai même la réponse de son mail. Nous l'avons écrit. Dr Mukwege, il coordonne la riposte au Sud Kivu. Il nous a répondu, la réponse de Dr Mukwege. Il nous a répondu, oui, c'est un très bon protocole, ça peut nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes. Mais je vous confie, je vous envoie à la commission scientifique dirigée par un professeur à Bukavu. Et nous discutons avec le professeur. Le professeur dit, OK, c'est bon, on va regarder, on va d'abord parler avec le gouverneur, ainsi de suite. Et il n'y avait pas eu de suite favorable. Et on était fatigué, on a dit, OK, c'est bon. J'ai créé un groupe maintenant des chercheurs africains que je connaissais parce que j'avais lancé ce qu'on appelle le manifeste du monde médical africain. Ces manifestes-là qu'on avait adressés au Fonds mondial, où nous avons plus de 450 chercheurs africains là-dedans que je dirige en fait. Et avec mes collègues, je partage toujours les idées. Alors nous avions sélectionné, comme j'avais passé beaucoup de temps en République centrafricaine, je connais le ministre de la Santé, ainsi de suite, en République centrafricaine. Nous avons pris la République centrafricaine, nous avons pris le Burkina, le Bénin, le Madagascar, le Rwanda. Oui, c'était les 5 pays qui ont suivi après. Nous avons envoyé le même type de mail, plutôt. C'est le même modèle de mail, parce qu'on avait juste un seul modèle de mail et on cherchait les adresses email. Tellement que j'avais les adresses email de plusieurs ministres que je connais, que j'ai déjà rencontrés lors de conférences. On a balancé comme ça. Et c'est la République de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. C'est ça. C'était plus rapide. C'était visionnaire, en fait. Et le ministre n'a pas tardé, et j'ai même une collègue qui a joué un pont qui elle est malgache, elle était ici, elle est rentrée chez elle au Madagascar, elle est partie avec le protocole, le ministre a reçu le protocole, le ministre n'a pas tardé, l'information est remontée jusqu'au président de la République. Donc, et arrivé chez le président de la République, le président de la République a trouvé que le protocole était très bon. Il était bon, mais il dit, mais pourquoi on vous met toujours ici? Et quand vous regardez, les gens qui ont suivi la télévision, Marius, les gens qui ont suivi les jours de la déclaration, le président malgache a commencé avec un documentaire, c'est les documentaires sur moi et mes recherches. Les gens n'ont pas compris le message, parce qu'il faut lire, vous avez fait la communication. On commence par un documentaire d'un chercheur congolais, on présente un produit, vous devez savoir c'était quoi. Le message que devait passer là-bas, c'était pour dire, ces recherches ont été déjà validées par un chercheur, ce que vous êtes en train de regarder, il était bloqué, il n'avait pas de lobby, il n'avait pas de puissance. Aujourd'hui, on va lui donner cette opportunité que l'Afrique gagne dans tout ça. C'était ça la stratégie de communication. Et ça a été communiqué. Et il a pris le projet. Ouais. Et il l'a mis en pratique. Exactement. Nous avons dit, Monsieur le Président, vous voulez soigner votre population, voilà la solution la plus simple possible. Et cette solution, elle peut résoudre soit en prévention, soit en curatif. Voilà, messieurs, vous avez suivi justement le docteur Jérôme Muyangui qui vous fait savoir qu'il a été rejeté par plusieurs pays africains. Il a également été rejeté par la France. Il avait demandé 4 millions d'euros. Et malheureusement, ou alors heureusement, ce n'est que le président de Madagascar, pour ne pas dire le ministre malgache de la Santé, qui lui a ouvert ses portes. Il faut le dire comme ça, qui a accepté son projet. Et ce ministre de la Santé de Madagascar a envoyé immédiatement son protocole au président de la République qui a trouvé ce protocole très bon. Votre réaction, André Guissel-Fanga? Je crois une chose, la science ne trompe pas. La science ne trompe pas, pourquoi? Parce que quand vous suivez le jeune docteur, il était sûr de ce qu'il a comme élément, de ce qu'il a comme protocole, dont il savait, c'est pour ça qu'il pouvait rechercher des financements. Parce que la science ne bégaye pas. Elle est ou vraie ou fausse. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que la science, elle est
exact avec le jeune Muyangui. Donc nous pensons aujourd'hui que nos dirigeants africains doivent être plus ouverts. Comme Béni Christ le disait tout à l'heure, il y a des milliers et des milliers et des milliers Muyangui en Afrique. Il dit d'ailleurs qu'il travaille avec 450 chercheurs africains. Ça, c'est dans le côté de la médecine. Si vous tournez de l'autre côté, vous allez trouver encore des milliers et des milliers. Donc, vous comprenez que l'Afrique... Il y a des milliers de Muyangui, il faut le dire. Bien sûr, des milliers de Muyangui. Donc, il y a des... Mais attendez, au Cameroun, vous avez les Arthur Zan. Vous avez... Ils sont nombreux par... Gédéon Fonguier, on a Nemandou que nous avons eu sur ce plateau d'ailleurs. Bien sûr. Donc, vous voyez qu'il y a du potentiel en Afrique, mais la seule chose, c'est que les barrières sectaires empêchent plus le développement de l'Afrique. Je dis bien les barrières sectaires. Les barrières sectaires, c'est-à-dire les barrières religieuses, les barrières mystiques, les barrières, si c'est rosicrucien, franc-maçonnique et tout le reste. C'est ça qui empêche, parce que quand vous avez un projet, on vous pose la question, mais qui est ton parrain? Ou bien quand vous voulez avoir un travail, qui te parraine? Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu une idée, voilà quelque chose qui doit révolutionner les Africains. C'est-à-dire le président de la République de Malgache, le ministre de la Santé d'abord et le président de la République, qui ont vu quelque chose qui était bien pour leur population. Ils se sont engagés, pour l'Afrique tout entière. et pour toute l'Afrique entière. Ils se sont engagés sans regarder, c'est un Congolais, c'est un Centrafricain, c'est un Camerounais, c'est un Nigérian, c'est un Sénégalais. Non, ils n'ont pas regardé cela. Ils ont regardé le travail scientifique qui a été fait. Et le travail scientifique a prouvé que ça peut aider les populations. On n'a pas regardé s'il est franc-maçon, s'il est rosicrucien, s'il est ébokiste, s'il est essingang, s'il est je ne sais pas quoi. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, ces barrières sectaires sont plus notre frein au développement que même les idées. Eric Pepamika, vous également, vous avez réagi à cette vidéo du docteur Muyangui qui demande de l'aide. Et il faut d'ailleurs le préciser, comme le disait André Kissel-Fanga, ils sont nombreux comme ça qui demandent de l'aide à nos États. Malheureusement, cette aide ne vient jamais. Oui, mais justement parce que ils n'entrent pas dans un certain nombre de réseaux, que ce soit les réseaux intellectuels ou les réseaux de pouvoir. Voyez-vous, c'est un peu le propre des États africains, c'est-à-dire des États qui ne sont pas proactifs dans la valorisation des ressources endogènes. On est beaucoup plus ancré sur du copier-coller. Le cas Muyangui est assez pathétique, mais ça témoigne un peu du déploiement, de l'organisation des structures des États africains. Oui. Dès que nos enfants seront toujours enclins de se retrouver en Occident pour pouvoir exister. Parce que si Muyangui avait été bien encadré en RDC, parce que je pense que ses travaux sur la Témésia datent déjà. Il est si jeune, mais il travaille sur cette plante depuis plusieurs années maintenant. Et il a fait l'objet d'une exposition au niveau de la RDC avant de s'envoler pour Paris, afin de présenter cette plante pour que le principe actif de cette plante puisse être utilisé comme étant un remède pour éradiquer la malaria à travers l'Afrique. Et ça, il n'a pas été entendu. Et une fois de plus, quand le Covid est arrivé avec ce qu'on appelle les maladies spontanées qui sont liées à cette pandémie, à ce virus, il a également essayé de proposer un protocole qui a été heureusement accepté par les Malgaches. Mais parallèlement, vous avez vu ce qui s'est passé avec Raoul. Raoul, son protocole est accepté parce qu'il est blanc. Je vous assure que si Raoul aurait été un noir martiniquais, on n'aurait plus parlé. Raoul qui a été diabolisé, il faut d'abord le préciser. Il faut le dire, mais davantage, oui, il a été diabolisé. Mais son protocole a été accepté parce qu'il est blanc. Mais son protocole a été rejeté par la France. Ça a été rejeté justement par les Français. Oui, mais il a été accepté à travers le monde parce qu'il est blanc. Si Raoul, au-delà du fait qu'il a été diabolisé, avait été noir, l'écho de ce protocole n'aurait jamais dépassé la seule ville de Marseille. Il y a quand même une question qu'on va se poser. Il était en France pour demander de l'argent, pour demander justement un financement de 4 millions d'euros. La France nous fait savoir qu'ils sont en train de faire des recherches pour avoir un vaccin. Et là, sur le coup, vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai un protocole qui peut soigner des personnes ». Vous ne l'acceptez pas. C'est normal parce qu'en réalité... Parce qu'il est noir. Il peut avoir cette stigmatisation, ce racisme qui peut se dégager. Mais également, le second volet, c'est que les protocoles pharmaceutiques obéissent à des règles, à des classiques, à des couloirs qui sont au-delà, qui vont au-delà des personnes individuelles ou alors des personnes individuelles avec les États. Ce sont des firmes pharmaceutiques. On a traité de cette question aussi. On disait que l'industrie pharmaceutique représente à lui seul la première industrie rentable dans le monde. Et fait l'objet 1194 milliards de dollars par an. D'une mafia inter-État. Et
pour déboulonner cette industrie pharmaceutique avec des personnes qui arrivent avec des solutions miracles. C'est le cas, par exemple, du docteur Jérôme. Cela ne peut pas être accepté par l'establishment de l'industrie pharmaceutique. Donc, la France ne pouvait pas recevoir le docteur Jérôme. La France devrait tout certainement renvoyer le docteur Jérôme à d'autres projets, notamment celui de la mise sur pied d'un vaccin. Il ne faut pas oublier que le vaccin contre le coronavirus, il y a à peu près 30 ou 40, une quarantaine de laboratoires qui y sont actuellement, dans l'optique de pouvoir mettre sur pied un vaccin sur le marché d'ici mi-2021. Muyangé nous fait savoir que le Covid organique est non seulement préventif, mais également curatif. Voilà, puisqu'il a été testé par les scientifiques malgaches, ils n'ont d'ailleurs pas hésité à pouvoir adopter ce protocole du docteur Muyangé. Mais il faut également, faut ne pas oublier que la base de son traitement du Covid organique, c'est la Témésia, qui est également utilisée comme étant une plante qui peut aider à l'éradication de la maladie, du paludisme. Donc, c'est quelque chose d'assez formidable que ce garçon a donné. Une belle leçon de recherche scientifique, de persévérance, d'abnégation, et puis de supplanter, cette envie de supplanter toutes les barrières qui se sont hissées sur son chemin. Il ne faut pas oublier qu'il raconte son histoire en disant qu'il a un amour invétéré pour son pays. Il aurait voulu que c'est son pays qui adopte ce protocole. Mais après que Madagascar ait adopté ce protocole et que le jeune président ait eu l'honnêteté scientifique de ne pas s'approprier ce protocole, de valoriser plutôt celui qui a mis le protocole en exergue, la RDC est revenue en force. Félix Tshisekedi a d'ailleurs eu une conversation, il faut le dire, on l'a eu ici. Elle est revenue en force pour pouvoir assumer la paternité du docteur Jérôme. Ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle lorsqu'on est dirigeant. Malhonnêteté intellectuelle, mais on va également poser une question au docteur Béni Kiézé, vous qui êtes congolais, à un moment donné, on va dire que nul n'est prophète chez soi, finalement. Effectivement, nul n'est prophète chez soi et généralement, les Africains ne sont pas le bienvenu. Chez eux-mêmes. Constatez ce qui se passe en Libye avec, moi j'appelle ça la déportation indirecte, où la jeunesse africaine intelligente quitte l'Afrique pour aller en Occident, dans un Eldorado fictif, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas les bonheurs d'Occident. Et je vous confie une confidence. La première fois que je prends l'avion pour arriver en France, je devais avoir 16 ans. J'étais surpris que je descends de Charles de Gaulle. Je vois des femmes blanches qui demandent le monde. Je me suis dit, attends, donc les blancs aussi demandent aussi. Donc bref, ceux qui vivent en Europe savent que l'Europe n'est pas un Eldorado, ce n'est pas un paradis. Mais quand la jeunesse quitte l'Afrique pour partir, cela veut dire qu'il y a un désespoir. Et ce désespoir doit être capitalisé. Revenons sur le cas du docteur Muyangé. Oui, c'est du désespoir dont je suis en train de parler. C'est de ce désespoir-là qui fait que l'Africain pense que la solution est ailleurs, pas chez nous. Donc quand on revient alors dans les cas d'espèce, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que mon compatriote disait tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai des contacts avec lui. J'ai parlé en partie avec mon frère. On a causé. Il dit 3 choses fondamentales. La première des choses, il a d'abord mené des recherches. C'était dans le cadre de paludisme, comme le disait aussi Pépin, pour appliquer un produit qui est efficace. Quand on parle de protocole, ça veut dire que le produit a été attesté, approuvé. Voici les applications de ces produits qu'on peut mettre à la disposition du public. C'est-à-dire les pour et les contre. Et quand on voit les pourcentages de bien qu'un produit peut apporter, on peut commercialiser. Mais quand les effets secondaires sont plus, on ne commercialise pas. Donc le produit est attesté à l'unanimité. Et non seulement que le produit est bon, mais il ne travaille pas seul. Il travaille avec des Africains. Donc c'est un homme qui est en train de nous montrer quelque chose. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis à la base de l'idée, mais cette idée a été enrichie par les intelligences africaines. 450 chercheurs, il faut 450 Africains qui ont travaillé là-dessus. Ça veut dire qu'ils ont enrichi l'idée originale. Et qui, à la fin, sont tombés d'accord sur un protocole définitif. Dommage qu'en proposant ces protocoles aux ministres, aux Africains d'abord, aux Africains en général, les Africains n'ont pas accueilli favorablement
ces protocoles. Alors que l'Afrique est perçue comme le continent des problèmes et non des solutions. Maintenant, quand cette Afrique des solutions se réveille, dit que mais, nous avons les solutions, on peut les appliquer, on n'applique pas. Le ministre de la Santé au Congo, il a bien précisé qu'à l'époque, il n'était pas encore ministre de la Communication. Quand il l'a contacté, c'était juste une autorité étatique, mais à la longue, il est devenu un ministre de la Santé. Donc, ça veut dire que le monsieur a les projets avant même d'occuper la fonction de ministre de la Santé. Mais à la grande surprise... Pourquoi il n'en profite pas? C'est justement la à grande la grande interrogation. surprise, il ne le fait pas. Pourquoi? Et là, je vais rapidement chuter là-dessus. Parce que, regardez Steve, nous n'avons pas seulement la stigmatisation de l'Occident, qui nous présente comme des problématiques, mais nous avons un héritage lourd qu'on n'arrive pas à assumer. Et c'est toujours mon appel aux intellectuels africains. L'Afrique a connu ce qu'on appelle la traite négrière. Nous avons été vendus comme des gibiers sur le marché. Ça nous a donné ce qu'on appelle un héritage, un passif de déshumanisation. C'est-à-dire que l'Africain ne se conçoit pas comme un être humain. Tu peux regarder un autre être humain en face. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons été colonisés, esclavagisés. Puisqu'après la traite négrière, c'était l'esclavage. Dans l'esclavage, nous avons été soumis, privés de droits et de libertés. Nous avons acquis ce qu'on appelle l'héritage de la subordination. Ce qu'on appelle l'éternel second. Ça veut dire que peu importe que tu es africain, tu es noir, tu dois être subordonné par quelqu'un qui a la peau blanche et qui doit piloter tout ce que tu fais. Et je peux vous dire que sur le plan scientifique, ça crée des problèmes. Celui qui a créé l'ascenseur, c'est un noir. Celui qui a créé les moteurs de Mercedes, c'est un noir. On reviendra là-dessus sur les inventions africaines. J'ai tout un documentaire là-dessus. Pour vous parler des noirs qui ont inventé des choses. Mais la plupart des temps, Mais qu'on a mis en second plan. Ils ne sont pas connus du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau noire. Vous voyez cela? Donc, il faut que nous arrivions à démystifier cette stigmatisation que nous-mêmes nous avons acceptée. Parce que si nous l'avons acceptée, ça c'est de deux. Nous avons connu la colonisation. La colonisation nous a donné ce qu'on appelle un héritage de subalterne. J'ai des thèses que un professeur occidental démontre de A à Z que l'homme noir est une sous-humanité. Ce n'est pas un être, c'est un non-être. Et je te dis, accepté, piloté par des noirs qui ont accompagné une thèse pareille. Quand Cheikh Anta Diop se lève, des libraires qu'il était, il vous démontre que l'Égypte antique était nègre, mais voilà, on refuse sa thèse à l'université. Pourquoi? Parce que tout est parti de l'Égypte. Et il a des preuves qu'il a démontrées. Le Maghreb, c'était les Noirs qui y vivaient. On a chassé les Noirs. Pourquoi? Pour cette stigmatisation. Et je chute là-dessus, Steve, en 2 secondes, pour dire que ce qu'il a fait était une démarche noble. J'ai une idée, je partage aux Africains, mais quand ça arrive au niveau de l'élite, ça bloque. Il a consulté non seulement la RDC, qui est son propre pays, parce que la RDC est l'un des pays touchés par la pandémie de malaria. Le paludisme, l'un des pays les plus touchés. Et je vous dis, le paludisme ne vient pas de l'Afrique. Contrairement à ce qu'on nous raconte, le paludisme est né en Portugal. Je parle sur l'autorité. Ils ont amené des moustiques pour contaminer l'Afrique. J'ai des preuves là-dessus. Donc, quand les autorités, l'Afrique, prend une opportunité comme celle-là, nous refusons de le faire parce que nos pays sont sous la coupe de firmes pharmaceutiques. On vous dit, monsieur, quand un Africain apporte quelque chose, ce n'est pas bon, c'est que nous donnons ce meilleur. Et la solution, c'est quoi? Nous avons heureusement quelqu'un qu'on appelle le Madagascar. Je personnalise le Madagascar. Si je veux parler du président de la République. Allons-y rapidement. Hein. Le Madagascar prend donc le protocole. Le Madagascar décide donc d'implémenter les projets. Et le projet est implémenté, un Tshisekedi qui fait de la récupération politique. De reconnaître un patriote qui a proposé ces services que vous avez refusés. Alors, le coup de gueule, c'est quoi ce matin? J'ai dit aux chefs d'État africains, à l'élite africaine, soyons quand même sérieux. C'est nous qui avons donné la civilisation au monde. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau de la civilisation. Ayons quand même honte, à un certain moment, de penser que nous qui donnons au monde les 90% de tous les flux qui peuvent exister, que nous continuons de quémander quand nous avons des solutions.
Disons nos chefs d'État, nous-mêmes, nous serons demain des autorités. Mais je pense qu'on n'implémentera jamais la politique secondaire, la politique de la main tendue. Non. Quand on a des solutions, nous avons des cerveaux. Implémentons. Faisons de manière à ce que nous soyons autonomes. Puisqu'un peuple qui n'est pas autonome, qui ne dispose pas des moyens autonomes pour résoudre les problèmes locaux, c'est un peuple qui est voué à la manipulation. Justement, qui est voué également à la mort. Fanga, Christelle, je vais me tourner vers vous pour vous poser justement la question. Il y a 1000 Muyangui sur le continent africain et on a vu le cas hier depuis 2 mois aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à parler de ce Covid-19. Au Cameroun, il y a ceux qui fabriquent, il faut le dire comme ça, des couveuses, des désinfectants publics. Ils sont nombreux qui font des choses extraordinaires. Ils ont besoin de l'appui étatique. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comme on dit souvent au quartier, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai commencé ma démarche ou bien ma prise de parole sur un fait qui est parfois qui dérange et où on ne veut pas en parler. Si vous ne vous faites pas sodomiser, si vous ne buvez pas un peu de sang chaque matin avec votre mentor, si vous n'allez pas prier dans la même cathédrale ou bien dans la même église, si vous n'appartenez pas à la chapelle politique de ce monsieur qui a la caisse de l'État, alors, ou bien la caisse qui peut permettre votre développement, alors votre projet sera mis dans le tiroir. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que notre Afrique, cette Afrique que nous aimons tant, et d'ailleurs, je joins le docteur Jérôme Muyangui qui dit qu'il a un amour fou pour la RDC. Moi, je le rejoins et je dis que moi, j'ai un amour fou pour mon Afrique. Parce que je ne me considère plus comme Camerounais, je ne me considère plus comme Congolais, mais un Africain. Et un noir au gros nez. Un noir au nez épaté. Voilà. Donc, pas le genre de noirs qui ont déjà les nez, je ne sais pas, c'est noir hybride qu'on nous a amené, mais je suis un noir au gros nez. Parce que c'est ça la différence avec les autres noirs. Donc, quand je l'ai dit, notre continent, ou bien le pays Afrique que nous voulons construire, que l'héritage que les Thomas Sankara, Lumumba, le rêve de Sékou Touré, le rêve de Kwame Nkrumah avaient pour cette Afrique, alors c'est ce que nous voulons construire. Et ils ne vont pas nous empêcher. Parce que la plupart de ces dirigeants ont été formés à l'école du Blanc. Vous allez retrouver que tous ont été des catholiques à un certain moment. Tous ont été formés à l'église catholique. Et vous savez que l'un des premiers services de renseignement mondial, c'est l'église catholique. Donc, c'est elle qui a détruit la plupart des intelligences africaines ou bien qui les a conditionnées à une position d'esclave que nous avons aujourd'hui. Parce que comment vous pouvez prendre un bois, vous mettez devant un Africain et dire que voilà Dieu, allez l'adorer. Et vous voyez les Africains commencer à Ave Maria et tout ça. Donc, vous comprenez où la bêtise est allée. Je dis bien la bêtise. L'aliénation. L'aliénation. Vous regardez un peu. Donc, quand nous parlons de révolution, il faut une révolution d'abord spirituelle. Aucun Africain ne peut se développer s'il ne fait pas d'abord une révolution spirituelle à l'intérieur de lui. Et surtout envers les religions. Vous comprenez un peu, je parle bien de la religion, je ne parle pas de Dieu. Je parle bien de la religion. Allez-y, on vous écoute. Religare. Ensemble des règles établies par une communauté ou bien par des individus ou bien par un individu. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, les Muyangui vont se perdre. La preuve en est. Pourtant, l'Afrique a besoin de ces Muyangui. Je vous donne un petit exemple. Le père de Kylian Mbappé allait voir un dirigeant de la FECAFOOT parce qu'il veut que son fils devienne un très bon footballeur camerounais. On lui a demandé, mais tu as combien? Il allait en France, voilà aujourd'hui le même Mbappé qui fait le bonheur de la France et qui a donné une Coupe du Monde à la France. Vous comprenez un peu? Donc, et on vous dit non, on veut comprendre Mbappé, c'est un Camerounais, mais vous venez pleurer les Camerounais quand ils sont déjà partis. Vous venez pleurer, ils sont nombreux. Hein? L'Afrique sacrifie ses intelligences. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons un problème. Comme le blanc a semé une semence, en dehors d'abord de cette semence religieuse, maintenant la semence de la corruption.
Parce que tout est corrompu dans nos États. Aussi longtemps que tu n'es pas dans ce système-là, alors tu ne peux pas avoir des postes de responsabilité. Et j'ai un aîné qui est ministre actuellement au Cameroun, avant qu'il ne soit nommé. Il disait, quand on disait non, tu vas être nommé, il dit non, vraiment, on ne me tient nulle part, vraiment. Ah, je crois que maintenant on le tient. Oui, parce qu'il a dit, avant qu'il ne soit nommé, vraiment, on ne me tient nulle part. On lui a donné quand même la gestion d'un projet et tout et tout. Et je suis sûr que durant la gestion de ce projet-là, il a sûrement puisé une bonne quantité où on est en train de le tenir. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné la fonction de ministre aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'en réalité, si nous ne dépassons pas, nous n'arrivons pas à briser ces barrières sectaires, ces barrières sataniques, ces barrières démoniaques, ces barrières linguistiques, ces barrières que nous nous sommes constitués et nous avons acceptées, alors là, nous allons perdre davantage les Muyangis. Et il faudra un sursaut d'orgueil ou bien un sursaut d'un seul individu qui... Parce qu'aujourd'hui, on regarde Madagascar qui a sorti, qui a réussi à mettre en place, mais qui ne fait pas tache d'huile, hein. Qui ne fait pas tache d'huile, de façon qu'aujourd'hui, toute l'Afrique puisse être au devant de la scène, parce que quand même, on devait s'attendre à des commandes mirobolantes. Parce que en dehors de Covid-19, qui est une coquille vide, Covid-19 est une coquille vide à qui on a fait un bon emballage et on veut distribuer au monde que non. Voilà, alors qu'on a un problème essentiel et le produit, le Covid organique, premièrement, soigne une maladie très importante et qui décime les Africains, qui est le paludisme. Donc, on devait d'abord prendre ce produit en dehors du Covid-19, coquille vide, fabriqué en 2019 avec une dose de communication. Maintenant, mettre de l'accent d'abord sur ce Covid organique pour soigner le paludisme, parce qu'il est en même temps préventif et curatif. Donc ça, c'est des éléments très importants qu'il faut mettre et pour que nous ne puissions plus perdre nos intelligences. Eric Pépin Mika, jusqu'à preuve le contraire, hein, aujourd'hui, il faut le dire, le docteur Jérôme Muyangui est devenu l'enfant prodige de la RD Congo, la RD Congo qui ne l'a pas reconnu, finalement. Oui, ça c'est le train-train quotidien de tous les fils d'Afrique. Alors les fils immigrés d'Afrique qui ont réussi. Il ne faut pas oublier que ce problème s'est posé pendant un bon nombre d'années au Cameroun, notamment dans la sélection des joueurs à l'équipe nationale. On avait un championnat qui était dépourvu de toute communication médiatique, de toute envie, et pourtant il y avait des joueurs de qualité à l'intérieur. Et à un moment, ces joueurs avaient compris que pour avoir une chance de jouer à l'équipe nationale, il fallait prendre la mer, le désert. Une fois qu'on avait pu traverser la mer, traverser le désert du Sahara et la Méditerranée, et qu'on avait intégré une grande équipe, on devrait forcément taper à l'œil des nouveaux dirigeants du football camerounais pour intégrer l'équipe nationale. C'est ce que moi j'appelle souvent le paradigme occidental. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à nos valeurs endogènes avec tout ce qui peut être comme qualité. On veut plutôt croire aux valeurs importées. On dit que c'est un enfant qui joue à l'équipe, dans une équipe occidentale, même si c'est la 3e division. Et puis je m'en rappelle, il y a plusieurs joueurs camerounais qui ont joué à l'équipe nationale, sortant de la 3e division au Portugal, en France, ainsi de suite. Pourtant, il y en avait ici qui jouaient en 1re division, qui faisaient des compétitions de haut niveau, mais qui n'étaient pas sélectionnés. Donc un enfant qui vient de la 3e division dans un pays occidental est plus capé que quelqu'un qui fait des compétitions de haut niveau. Parfois qui n'est même pas titulaire. Parfois qui n'est même pas titulaire, il est dans les vestiaires, il ne joue jamais. Mais il parvient quand même à intégrer l'équipe nationale parce qu'il vient de l'Occident. Donc il faut dépasser ça. Et là c'est un cas. La même chose se pose par exemple dans nos universités. Lorsque quelqu'un sort d'une université camerounaise ou africaine, il est moins valorisé que celui qui a soutenu dans une université occidentale. Et pourtant, il est recruté à enseigner dans les universités camerounaises. C'est-à-dire que le gars est formé en Europe, mais il doit venir, il enseigne quoi? Puisque l'enseignement est environnemental. Et le produit qui est sorti des universités locales, autant pour moi, est plus à main de pouvoir restituer le savoir à ces enfants-là que celui qui est venu de l'Europe. Donc il faudrait qu'on sorte de là progressivement et que nous fassions confiance à nos enfants, à nos jeunes frères. Jérôme Muyangui, c'est un cas parmi tant d'autres. On peut en multiplier.
dans le domaine de la médecine. Est-ce que vous savez qu'il y a une jeune Camerounaise, par exemple, qui a été admise à l'Académie française à l'Académie pharmaceutique française, et qui est installée sur place, mais donc personne ne consulte. Peut-être justement, je ne sais pas, c'est madame professeur Picoy, c'est pas trop. Justement parce que peut-être elle n'entre dans aucun réseau permettant à ce que son aura intellectuelle soit valorisée. La bachelière la moins jeune, Voilà. la plus jeune. Donc, les cas comme les Mouniangui, il y en a à travers le continent. Maintenant, et c'est Albert Anatole qui le disait la fois dernière, peut-être cette crise Covid-19 est l'occasion rêvée que les Africains n'ont jamais eue pour pouvoir s'auto-positionner et s'auto-faire confiance. C'est une opportunité unique à ne pas louper. Le problème qui est là aujourd'hui, on le dit, cette pandémie a commencé en Asie et a été vendue, comme disait André tout à l'heure, à l'ensemble de la planète. Il faudrait bien que la planète soit solidaire d'une maladie inventée dans un laboratoire. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Cette maladie vient d'où? Qui est responsable? Il faudrait justement que les responsabilités soient tirées. Et que ceux qui sont à l'origine de la manipulation de ce virus payent les conséquences. Les autres pays ne vont pas payer les conséquences d'un projet hégémonique ou déstabilisatrice d'un certain nombre de groupes de personnes. Et c'est l'occasion pour les Africains de pouvoir apporter des solutions locales en refusant les solutions importées. Je me réjouis par exemple, lorsque cette maladie commençait, on avait un problème de cache-nez. Et progressivement, avec des solutions locales, on a adapté des réponses locales avec des cache-nez en tissu. Mais on veut plus. On veut plus que des solutions copier-coller. On veut des protocoles maison. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir ni avec l'OMS, ni avec le docteur Raoul, mais qui s'adaptent à notre environnement et à nos gènes. Oui. Parce qu'il est également question de dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes gènes que les gènes des Caucasiens ou les gènes des Maghrébins. Il faudrait qu'on ait des protocoles qui s'adaptent à notre environnement. Peut-être en mettant l'accent sur la pharmacopée locale. C'est le cas, par exemple, du docteur... Du Covid Organics, justement, créé par le docteur Jérôme Mouyangui. Monsieur, peut-on dire aujourd'hui que Jérôme Mouyangui est un héros pour sortir justement de ces débats? Je vais d'abord définir ce qu'on appelle un héros. Un héros, c'est dans une situation indescriptible où l'on n'a pas la maîtrise de la situation. Et là, quelqu'un sort de l'ordinaire, il apporte une solution miracle, comme le disait encore Bika. Il est héros parce qu'il ne s'ouvre pas pour servir à ses intérêts, mais pour servir l'intérêt du grand nombre, qui se met en pâture, qui se sacrifie. N'est-ce pas le cas de Jérôme Mouyangui aujourd'hui? Voilà. Jérôme Mouyangui, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste un cas de figure. Puisqu'on en a parlé, il y a des Mouyangui en Afrique, on n'a pas compté le nombre. Mais pour l'instant, c'est lui quand même qui est au devant de la scène. Il est là, il n'est pas seulement au devant de la scène, il y a aussi Agon. Nous avons parlé, Valentin. Oui, on sait que Valentin Agon également a Camerounais qui a créé des trucs. Ils sont nombreux. La chose que nous décrions aujourd'hui, c'est le non-accompagnement. Moi, je ne parle pas d'appui étatique. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle d'accompagnement. C'est différent. Il faut qu'on accompagne l'Afrique. Il faut qu'on accompagne les intelligences africaines. Et là, quelqu'un a dit, je pense, Amadou Ampateba, toi qui es trop bouqué là, Amadou Ampateba a dit quelque chose, l'Afrique tue ses intelligences. Il faut qu'on arrive à un niveau, Steve Ngoz, qu'on doit accompagner les intelligences africains, estimer l'intelligentsia africaine à sa juste valeur, pour que demain, nous n'ayons pas à demander aux autres de venir créer des cache-nez en Afrique. Il a dit tout à l'heure, mon ami, même pour les cache-nez, on doit appeler la Chine pour nous les cache-nez. Même pour les petites choses. Chez nous, ne vous inquiétez pas sur ça. Justement, mais au début, l'État a déboursé, les États ont déboursé des centaines de millions. Il faut qu'on se les dise. Pour les cache-nez chinois. Parfois infectés. Vous voyez ça? Donc, il faut qu'on arrive à une conscientisation. Toi et moi, on a lancé le mouvement Debout Afrique. Oui. On a parlé aux Africains pour leur dire qu'il est temps que l'Afrique se lève, se réapproprie de son histoire et prenne son destin en main. Et si on ne le fait pas, mon ami, alors je ne sais pas. Il y a pas mal de choses à faire sur le continent africain. André Kisel Fanga. Je crois qu'on est dans une situation où le président de la République du Cameroun avait dit dans un discours à la jeunesse, il faut oser créer, innover. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le cas Jérôme Mouyangui.
vient de démontrer à la Sans face oublier du les autres monde qui sont sur le triangle national camerounais. Hein, ils nous sont parlons nombreux. de Mouyangi. Oui, oui. Voilà, donc c'est lui le modèle, c'est lui l'exemple aujourd'hui que nous devons prendre comme modèle. Parce que s'il faut commencer à compter les brillants Camerounais, les brillants Africains, ils seront tellement nombreux. Donc, nous pensons aujourd'hui que, comme le président Paul Biya l'avait dit, la jeunesse doit savoir créer, innover, oser. Alors, si nous n'osons pas, nous n'allons pas arriver. Et c'est pour ça que nous sommes au devant de la scène. Pour dire à ces vieux sectaires-là, ces vieux qui n'ont plus de rien à donner à notre Afrique, mais non, nous allons vous bousculer. Il n'y a plus rien à faire. Si vous refusez parce que vous savez que aujourd'hui, on ne peut pas vous donner la clé du coffre-fort, ou bien on ne peut pas vous donner la clé des opportunités. Il faut forcer la main. Nous avons des projets, nous avons des capacités, nous avons des compétences. Nous n'allons plus nous laisser berner. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, chez nous en Afrique, un adage dit que la vipère, c'est la vipère de l'enfant, quand c'est c'est en brousse. Mais quand ça arrive au village, ce n'est plus la vipère de l'enfant. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, nous avons besoin de dire que, ok, comme c'est moi qui allais en brousse tuer la vipère, je la ramène au village, je suis d'abord le premier à manger cette vipère. Donc nous n'allons plus permettre que nous avons des idées, nous avons la capacité, nous avons fait ce qu'il fallait faire et que des autres puissent venir nous dire non. Vous êtes d'accord avec César Ngomo qui disait sur ce plateau que bon, ils ont attrapé une vipère, ils ont amené, mais bon, on leur a envoyé d'abord. Ah voilà, donc, nous pensons aujourd'hui. Envoyé chercher le bois et l'eau. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est ça la stratégie de nos vieillards africains. Vous comprenez un peu, qui nous disent que non, ok. Vous allez en brousse, vous avez la force, vous avez la capacité d'attraper le lion, d'attraper le léopard et tout le reste. Et quand vous ramenez le gibier au village, on dit, ok, c'est bon, vous avez bien fait. Bon, comme le bois n'est pas suffisant à la cuisine, allez encore chercher le bois parce que c'est vous qui avez la force. Vous partez chercher le bois et de l'eau, vous revenez trouver que la vipère est déjà terminée, même pas la sauce. On vous laisse même pas la sauce. Ça ne se fera plus dans notre génération. Nous-mêmes, on va cuisiner la vipère là et on va dire, papa, maintenant tu peux servir. Vous comprenez un peu, mais quand tu as déjà préparé, ça veut dire que tu as la capacité de connaître le nombre de morceaux qu'il y avait dans la marmite. Votre mot de fin rapidement. Oui, je vais sortir justement par cette réflexion de Cheikh Hamidou dans Les Aventures ambiguës, où il disait le développement chez nous est une fonction d'équilibre. Chez vous, certainement, c'est une fonction de masse. L'équilibre pour nous réside sur le fait de trouver des solutions au niveau local en essayant d'utiliser au maximum notre ressource humaine. Et la ressource humaine aujourd'hui est dispersée à travers le monde. Vous voyez, Jérôme a fait à peu près 2 continents pour pouvoir apporter une solution à un continent. Malheureusement, c'est également ça la réalité. Il faudrait qu'on se réapproprie nos savoirs endogènes et davantage qu'on essaie de valoriser nos scientifiques. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont lâché du lest. Pour la plupart, ils sont devenus des excellents politiciens. Ils s'occupent beaucoup plus à parler de la politique qui ne nous apporte pas grand-chose qu'à être experts dans leur domaine. Donc c'est également l'occasion pour tous ceux-là qui veulent apporter un plus à l'Afrique de sortir des chantiers battus de la politique. Ça n'apporte pas, c'est pas ça qui développe le pays. Il faudrait qu'ils mettent en exergue leur connaissance, leur expertise pour pouvoir sortir la population du sous-développement et des problèmes auxquels est confronté nos nombreux pays en Afrique. Mais si tu ne fais pas la politique va te faire... Oui, mais moi je parle pas de la politique politicienne. À un moment, il faut sortir de là. Parce que, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Si on continue comme ça, ça va pas se terminer. La politique te fait. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Eric Bebabikaï, merci. Adek Savara, merci. Docteur Benekis, merci également à vous. Tout de suite et maintenant, sur ce plateau, 2 hommes politiques. À ma gauche, Salomon Bias du Sénacom du MRC. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à mon ami copanéliste César Honoré Ngoumou et je dis un bonjour particulier aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, ceux de DBS en particulier. Et justement, à ma droite, Honoré César Ngomo, qui est également, il faut le dire comme ça, conseiller municipal du côté de la 3e. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Steve Goss. Bonjour à Salomon Béa, qui gère l'ascenseur. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs de DBS ce matin, à la jeunesse camerounaise. En tout cas, la personne qui est à la barre ce matin, c'est justement M. Salomon Béas, Sénacom du MRC. Tout de suite et maintenant, voici à la barre.
Salomon Bias, bonjour. Bonjour. Comment se porte l'UMRC? Très bien. Pour un petit parti mort et enterré, qui ne passe aucun jour sans que tous les journaux du Cameroun ne titrent, qui ne passe aucun jour sans que les grands intellectuels, professeurs agrégés, ne consacrent leur plume pour démontrer en 2020 qu'ils avaient passé du temps dans les casernes à ne rien faire et qu'ils avaient effectivement de la ressource. Ça nous fait plaisir. Quel est le projet politique de votre parti politique? Je fais allusion au professeur Jacques Famdongo qui nous démontre qu'il a de la plume. Il sait écrire et tous les jours il nous pond des communiqués concernant soit Maurice Kamto ou le MRC. Ça, c'est quelque chose de bien. Et quel est le projet politique du MRC aujourd'hui? Tout le monde sait le projet politique du MRC. Lequel? Le MRC, c'est un parti politique camerounais qui est connu, qui sort d'une élection en 2018 avec un projet de société bien connu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le MRC, en fonction du jeu qui se passe dans le champ politique, notamment le Covid-19, qui est l'élément essentiel qui nous fait vivre le lendemain politique aujourd'hui, a sorti une initiative suivie Cameroun Survival Initiative, qui est combattue en brèche par les amis de César Honoré Ngoumou. Vous n'êtes pas là pour César Honoré Ngoumou, vous êtes là pour parler votre parti, de votre parti. Ce sont ses amis, je dois le préciser. Non, je parle d'abord de vous. Vous n'êtes pas encore là pour tirer sur quiconque. Je vous ai posé une question simple. Quel est le projet politique aujourd'hui du MRC? Je réponds simplement. Oui. Je dis le projet politique du MRC. C'est lequel? N'est pas en contradiction avec ce qui se passe dans le champ politique. Parce que jusqu'à peu de contrer les téléspectateurs. Parce que je suis en train de vous dire, un parti politique n'a qu'autorisation de fonctionner dans un pays, notamment celui du Cameroun, quand ses objectifs et son but ne vont que dans le sens d'améliorer les conditions de vie des gens, des Camerounais. Et c'est le cas pour le MRC. Le MRC aujourd'hui est dans un cheval de bataille qui vise, dans un contexte de pandémie grave que nous connaissons tous, le Covid-19, que nous avons vu venir depuis la Chine, l'Europe, les États-Unis, aujourd'hui, c'est au Cameroun et où le gouvernement... Quel est le projet politique du MRC? Le projet politique du MRC actuellement tourne autour du Covid-19. Il faut mettre sur pied des stratégies et nous l'avons démontré dans ce Cameroun. Quelles sont vos stratégies? Mais attendez, monsieur le journaliste, vous les connaissez? Non, on ne les connaît pas. Voilà pourquoi est-ce que je vais les répéter sur ce plateau? Du MRC. Si vous êtes réellement du journaliste, le suivi Cameroun, toutes les stratégies de suivi Cameroun, le déploiement, la conception a été rendu public et la bataille juridique, bien sûr. Il y a eu une conférence de presse pour que ça soit rendu public? Bien sûr. Et c'est quoi le but de suivi Cameroun? Vous ne le saviez pas. Je vous pose la question. Mais vous me surprenez. Vous faites partie du parti, non? Ne faites Moi, je ne fais pas partie de votre parti. Vous le savez. Je ne voudrais pas. C'est vous qui faites partie de ce parti. Je ne voudrais pas vous considérer comme étant certains journalistes au Cameroun qui jouent le mauvais jeu. Je ne veux pas jouer à ces jeux. Je ne joue pas au mauvais jeu. Mais je dis un journaliste est tout d'abord un enquêteur. Je suis un enquêteur, vous êtes devant moi. S'il vous plaît. Et un homme politique, à l'instar de Maurice Kamto, qui ne fait plus l'ombre d'un doute de par son charisme, de par son leadership, attire les convoitises de la recherche journalistique. Ce n'est qu'évident. Vous ne pouvez pas me dire que Mediapart a une information, le New York Times a une information. Au Cameroun, vous ne l'avez pas. Ce n'est pas possible. On vous a sur notre plateau. Dites-nous, à quoi sert justement Suivi Cameroun? Suivi Cameroun sert à pallier au déficit du gouvernement camerounais. Parce que nous avons constaté que le gouvernement camerounais tarde à mettre sur pied des vraies stratégies qui visent à protéger la population camerounaise contre la pandémie meurtrière. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que Suivi Cameroun existe? Effectivement, c'est là où le bas blesse. Nous avons vu comment... Vous notez les faiblesses du gouvernement, c'est bon que je vous pose la question. À quoi sert aujourd'hui Suivi Cameroun? Nous notons avec beaucoup de regrets que dans notre pays, les intérêts individuels priment sur le collectif, que la méchanceté personnelle empeste l'univers politique, que les combats individuels passent avant la considération sociale ou bien communautaire. Et c'est ça qui nous fait mal, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une initiative qui est ficelée par des individus, un groupe d'individus porté par un homme, le professeur, le président élu Maurice Kamto, dont la personnalité ne fait l'ombre d'aucune contestation aujourd'hui et qui a reçu du gouvernement camerounais le cutus d'être à la tête d'un parti, d'une formation politique. Et vous savez que la Constitution camerounaise reconnaît les partis politiques comme étant des institutions. Ça veut dire, on vous reconnaît la capacité d'être un maillon fort dans une société, c'est-à-dire une personne qui est capable d'apporter les solutions. Et quand vous mettez sur pied une solution, puisque les gens ont peur que leur incapacité, leur médiocrité, leur manque d'initiative, teinté
de mauvaise foi, de mauvais cœur, et tout ce que ça peut comporter soit vu publiquement. Et c'est regrettable pour le peuple camerounais. J'ai écouté les premiers panélistes qui étaient sur pied fustiger de blanc bloc, n'est-ce pas, l'Occident comme étant le caillou dans le pied des Africains, et ne pas dire effectivement que la voiture a un âge de vie. Si vous achetez une Mercedes, il y a un âge pour que cette Mercedes vous produise des Jusque-là, vous n'êtes pas encore dans notre plein débat. Je veux bien savoir jusqu'où va Survie Cameroun et à quoi ça sert Survie Cameroun aujourd'hui. Vous ne répondez pas encore à cette question. Si vous jouez le mauvais jeu. Jusqu'à preuve de contraire, je ne joue pas un mauvais jeu, c'est vous qui jouez le mauvais jeu. Vous sortez du débat. Et vous êtes en train d'écouter, et vous le savez bien. Je dis, j'écoute. Rien ne demande du point de vue objectif. Comment une initiative comme Survie Cameroun, qui vise à améliorer les conditions de vie des Camerounais, oui, vous l'avez déjà dit, battu en brèche par les turiféraires, les amis de mon copanéliste. Jusqu'à peu de contraire, il n'est pas votre copanéliste. Je suis en train de vous expliquer. Avec vous. Je prends ça sur moi, non? Je suis un homme politique, je le dis. Ce sont ses amis. Nous n'arrivons pas à comprendre. C'est tout. Et c'est ça qui nous sommes dans une bataille juridique inutile. Pourtant, les Camerounais meurent tous les jours. On a besoin de leur apporter... Il n'y avait pas une autre initiative de la part du MRC? Pourquoi bloquer une initiative? D'abord, dans un contexte de nécessité. Pas une autre initiative? Pourquoi vous voulez prêter au MRC une autre initiative alors que vous n'êtes pas militant? Nous avons choisi Survie Cameroun. Nous l'avons pensé. Par rapport au programme politique, je suis en train de vous expliquer. Ne comptez pas nos projets. Vous n'êtes pas dans notre stratégie. Pour le moment, c'est lequel? Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a une pandémie qui est supérieure à Covid-19 là, à l'instant? Dites-moi, si vous en savez. Le paludisme tue encore pas mal de monde, vous le savez au moins. Mais attendez, combien de fois vous faites la publicité sur ce plateau pour le paludisme tous les jours? Moi, je pense que s'il vous plaît, toutes les radios, même ce matin avant de partir de chez moi, j'ai commencé à faire la rétrospective de l'information. Ce qui se fait tous les jours. Prenez tous les titres des journaux aujourd'hui. On parle de Covid-19. Mais je parie qu'aucun titre de journal aujourd'hui ne parle du paludisme. Parce que j'ai fait la revue. Je vous pose une question simple, je vous dis donc, jusqu'à preuve de contraire, vous ne répondez pas à nos questions. En matière d'importance. Je vous ai dit, est-ce que vous savez que le paludisme tue plus que le Covid-19? Je suis tout à fait d'accord si on regarde dans l'ensemble. Mais dans un laps de temps, ça veut dire pratiquement de novembre à aujourd'hui, novembre 2019 à avril 2020, le Covid en a tué plus que le paludisme. C'est de ça qu'il est question. Mais nous savons que... de morts déjà? Mais les morts qu'on a rendus publics, mais qui ne sont pas vrais. Donc pour vous, il y a déjà des millions de Camerounais qui sont morts finalement. Mais je suis en train de vous expliquer que suivez encore les reportages dans les médias, on voit des corps qui sont abandonnés aux familles, alors que le protocole d'enterrement des corps morts du Covid-19 est bien connu. Mais jusqu'à aujourd'hui, au Cameroun, ce protocole n'est pas respecté. On arrive à abandonner des corps aux familles qui les enterrent eux-mêmes. Et on ne fait pas la comptabilité des morts. On cache aux Camerounais les morts du Covid-19. C'est pas bon. Pour un peu, ça n'aide pas que la population sache de quoi il est question. On fait ça pour qui? Quand on cache même le nombre de personnes du Covid-19, on fait ça pour qui? De vous et de votre parti. C'est pas bon. Le 9 février dernier, vous n'êtes pas allé à l'élection municipale législative. Vous comptez y aller dans 5 ans? Bon, c'est une autre question, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Et je vous pose juste une question. Est-ce que, quand vous n'êtes pas allé le 9 février dernier à l'élection présidentielle, à l'élection législative et municipale, vous irez dans 5 ans? Je vais vous aider à comprendre un peu. Non, vous n'allez pas m'aider à comprendre. Je vous ai posé une question. Je vous explique. Je vais répondre à votre question, mais en vous aidant. La politique n'est pas une activité linéaire. Je ne peux même pas vous dire avec certitude absolue que dans 5 ans, il y aura élection. C'est pas possible. Parce que d'ici maintenant, jusqu'à 5 ans, il y a 1001 événements qui peuvent se passer sur le champ politique camerounais. Vous savez actuellement, comme moi, que M. Biya-Paul a des doutes même. Il y a des gens qui disent qu'il ne vit pas, il y a des gens qui disent qu'il est mort. En même temps, on ne le voit pas. On renvoie la fête du 20 mai qui est une fête sacrée. La population pose des questions, on ne répond pas et on fait... Donc il y a des choses qui se passent dans le champ politique que moi-même, qui suis un acteur politique, je ne peux pas définir. Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il y aura élection. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Dans 5 ans. Mais je vous dis par contre que ce que je suis sûr, effectivement qu'il y aura avant élection. 5 ans. Avant 5 ans. Il y aura une transition politique. Ok, je vous pose donc la question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les jours qui viennent? Vous n'avez pas à nous souhaiter quoi que ce soit.
Nous sommes des acteurs politiques et nous avons des stratégies. Notre employeur, c'est la population camerounaise, les citoyens. C'est eux qui peuvent décider de ce qu'ils nous donnent. Vous, individuellement, vous n'avez rien à nous souhaiter. La vérité, c'est que ce que nous abattons comme travail est connu. Et ceux pour qui nous nous battons au quotidien sont là. Ils vont juger. On nous avait collé l'étiquette d'un petit parti mort et enterré sans conseil municipal et sans député sorti des élections, truquer une mascarade avec le paiement aux frais du contribuable, les faux observateurs, les bandits internationaux de transparence. Si 2 minutes, ce que nous connaissons à Tangandi, qui l'a fait, c'est son œuvre, on le connaît, et les gens adoubent ça. Dans un pays démocratique, c'est pas bon. Salomon Béas, je vous dis merci d'avoir été. Je rappelle que vous êtes Sénacom MRC. Merci en tout cas d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, vous pouvez les poser. Je me sens très à l'aise sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Nous disons merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Je vais me tourner vers Honoré César Ngomo. Bonjour. Bonjour, monsieur Steve Goss. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal du côté de la 3e. C'est exact. Comment se porte dans la 3e aujourd'hui? Relativement bien, malgré la pandémie qui sème un peu la panique dans nos populations, mais je pense que la situation est maîtrisée. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020 et apparemment de côté de la 13e, il est prévu justement un événement parlant du Covid-19 aujourd'hui. Oui, il est prévu la distribution de certains points par rapport aux mesures barrières. Dans ces distributions, nous avons des seaux de lavage de mains, nous avons les gels, les désinfectants, les gels alcooliques, nous avons également, comment je vais appeler ça, nous avons également les cache-nez pour distribuer massivement à la population. Donc ce n'est qu'un début. En attendant, bien évidemment, la cargaison je pense qu'elle est déjà presque arrivée à la région pour renforcer le dispositif qui a déjà été mis en place par la commune pour pouvoir amplifier afin que même les couches les plus vulnérables puissent avoir accès à ces mesures barrières qui peuvent les éviter, tout au moins durant cette mauvaise période que nous sommes en train de traverser. Quelque chose est prévu pour l'hôpital lycée de Dogbaba? Mais bien évidemment, c'est des priorités. Tous les centres hospitaliers de l'arrondissement de Douala 3e sont prioritaires. Il faut d'abord mettre le personnel médical qu'on oublie très souvent en avant, parce qu'ils sont les premiers acteurs qui essaient d'accompagner les populations dans cette dureté. Donc, vient également les populations qui viennent en second. Et maintenant, essayer de faire une convergence, une synergie, tout au moins autour de cette action, qui ne devrait pas être une action politique ou une action d'un individu, mais une action collective. Que dites-vous à ces populations qui disent aujourd'hui que Douala 3e est abandonnée par ses élus locaux? Non, elle n'est pas abandonnée par ses élus locaux. Moi, en tant qu'un élu local, vous avez bien, chaque fois que vous avez bien voulu m'inviter, c'est toujours malgré votre emploi du temps. Donc je me donne. C'est le cas également de Salomon Béas, qui est également un emploi du temps très chargé. Je me donne toujours le devoir. Finalement, tous les hommes politiques ont un emploi du temps très chargé. Nous avons d'abord, du point de vue personnel, nos professions. Justement. Non, mais la différence, c'est que nous ne sommes pas comme certains politiques qui viennent faire de la politique un commerce où ils sont adulés à faire des transactions, qu'améliorer les conditions de vie des gens. Chez nous, nous cotisons pour aider les gens avec notre propre argent. On vous comprend parfaitement, voilà, Salomon Béas. Allez-y, je vous écoute. Chez nous, au RDPC, en ce qui me concerne, je ne vis pas de la politique. Non. La politique, c'est une passion, c'est un virus que j'ai attrapé au passage, et je pense que, je l'ai souvent dit, c'est la politique qui élit les présidents. C'est elle qui nomme les ministres, c'est elle qui nomme les DG, c'est elle qui élit les députés, c'est elle qui élit les maires. Apparemment, vous et Salomon Béas, vous connaissez super bien sur le champ politique. Oui, je ne vais pas. C'est un jeune. Je ne vais pas. C'est un jeune. Excusez-moi, il a du RDPC, vous allez me pardonner. Oui. C'est un jeune que je respecte, c'est un entrepreneur qui se bat. Oui. Mais malheureusement, il se bat dans un pays où ceux qui travaillent normalement ne sont pas reconnus. Vous voyez un jeune comme ça, que j'aurais souhaité dans une élection crédible, qu'il soit maire, parce qu'il a la carrure, il a l'intelligence nécessaire. Mais je l'ai vu pleurer, à la télévision.
Quand son nom était parmi les premiers noms, Oui, on a on le sait, enlevé on le quand sait la liste, il pertinemment. pleurait à la télévision. Vous voyez mon ami, ça fait mal. J'ai dit à mes enfants, regarde ce qu'on fait. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Voilà le. Tu permets, Rapidement, parce que là, j'ai deux tu invités qui m'attendent. tu permets, J'ai deux tu- non. Je invités suis qui m'attendent. vraiment désolé. Donc, Donnez-moi- voilà mon pays. donnez-moi- Bon, pour donnez-moi- lequel je Seulement suis Béas, vraiment mais c'est bien. que... Donnez-moi. César, Ce n'est pas c'est un César rapport Honoré de Ngomo, César, termine. c'est pas ça. Tu Deux n'as pas minutes, besoin deux de te minutes. défendre. Juste, non. Je suis avec J'ai toi. besoin de 2 minutes. J'ai besoin de 2 minutes. Tu n'as pas besoin de te défendre. Seulement Béas, laissez Vous savez- qu'il finisse rapidement en 2 minutes. Rapidement, s'il vous plaît. Il y a 2 autres invités qui Il y a m'attendent. quelque chose que nous ne Oui. devons pas perdre de vue. Oui. Moi, je suis un panafricaniste. Je remercie Salmon Béa de toutes les observations positives qu'il a fait à mon endroit, mais je Et qui ne pense sont que- pas bonnes. S'il vous plaît. Ça Soyez ne gentil n'augure pas qu'il termine quelque parce chose que... de bien pour ce pays. S'il vous plaît. On ne peut pas Seulement sacrifier un Béas. jeune comme ça pour des intérêts d'un vieux dépassé. Seulement Béas, s'il vous C'est plaît. pas bon. Seulement Béas, laissez que César Honoré Ngomo finisse quand même, Moi, s'il ça vous me plaît. dérange. Oui, je vous dis d'accord avec vous. Je suis gêné. César, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une émission comique. Nous sommes dans une émission Il assez était déjà sérieuse. de comédien. Donc, et je voudrais que Salmon Béla retienne que, quel que soit le dynamisme de notre jeunesse, on ne peut pas parler de jeunesse sans vieillesse, on ne parlera pas de vieillesse sans jeunesse. Oui, certes, vous le dites assez bien, j'ai pleuré, mais je n'ai pas pleuré. Et la résultante, j'ai dû l'expliquer. Seulement Béas. J'ai dû l'expliquer sur ce plateau, s'il vous plaît. Ce qui a été fait, et je pense que les précédents débatteurs sont revenus là-dessus. Tirons les leçons. Les leçons, c'est qu'en 2025, j'aurai en face de moi Salomon Béa. Et il faudrait que j'ai la capacité nécessaire de convaincre les populations qui voudront être captivées par le message destructeur. D'ailleurs, beaucoup, il faut le préciser. Par le message destructeur de son parti, qui puissent savoir en face qu'il y a des gens qui aiment ce pays et qui travaillent pour la construction. Tu vas encore convaincre les Camerounais. Tu les as déjà convaincus. Messieurs, je vous dis merci. Mais ta capacité n'est pas respectée. Messieurs, je vous dis merci. Oui, mais elle n'est pas respectée. Mais tout de suite, et maintenant, nous allons prendre l'expert. Mais dans ton parti, on te noie. Mais seulement Bias, merci. Oui, mais là n'est pas le débat. Merci également à Honoré César Ngomo d'avoir été là ce matin. Tout de suite et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, cette fois-ci avec notre expert. Sur ce plateau, 2 experts ce matin. Il faut d'ailleurs dire que mon équipe va au pas de course pour aller trouver tous ces invités. Calvin Yaï, le président de la Chambre des consommateurs, le Sénacoc. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous mes amis. Heureux de vous revoir. Surtout que je n'ai pas été sur ce plateau depuis un certain temps. Oui. Tout a innové. Les hommes, même mes anciens amis que je vois à la COBH, je suis très content d'être ici et je parlerai de la protection du consommateur dans tout son ensemble. Merci beaucoup en tout cas Calvin d'être venu et surtout d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vais me tourner également vers le docteur Ntolo qui est également médecin, qui est là ce matin. Docteur Ntolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur. Donc vous êtes médecin à l'hôpital de district de Lukbaba, c'est ça? Oui, c'est ça. Justement, vous allez nous parler tout à l'heure, il faut le dire comme ça, des symptômes du Covid-19. Pour que tous les Camerounais, surtout les téléspectateurs, sachent réellement ce que c'est. Et justement, nous allons commencer déjà par parler avec monsieur Calvin. Calvin, comment se porte la Chambre des commerces? La Chambre du consommateur, des consommateurs. Oui, je dirais, sans risque de me tromper, que la Chambre se porte bien au regard des résultats qui sont visibles et perceptibles. Durant mes 28 années de carrière, oui. Le résultat est là. C'est vrai que la bataille est encore longue. Je rappelle que vous êtes le président de cette chambre des consommateurs. Oui, le président en exercice de la chambre, que je préside destiné depuis près de 10 années, 3 années. Et la carrière, elle est derrière, elle est plus loin devant. Nous avons longuement travaillé et je vais vous rappeler ici, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, la répétition est la mère des leçons.
la protection du consommateur, elle est universelle. C'est l'ONU qui a mis en place cette notion de protection du consommateur. C'est dans tous les pays. Et au niveau du Cameroun, c'est un démembrement de l'autorité de l'État. Donc, moi, en tant que président, je peux dire que je suis une personne ressource, je suis auxiliaire d'administration. Nous avons servi aux côtés du gouvernement, je dirais ici, dans ce programme de lutte contre la vie chère, ce programme d'approvisionnement, ce programme de sécurité alimentaire et de sensibilisation. Je dirais que le résultat est là. C'est vrai que dans les zones aussi vulnérables, tout est encore presque embryonnaire parce que lorsqu'on parle de la protection du consommateur, c'est beaucoup plus dans les grandes agglomérations. Nous n'avons pas donc baissé la garde, puisque nous avons des programmes de sensibilisation dans des radios communautaires. Et pour le cas échéant, parce qu'on ne peut pas sortir sans parler de la pandémie, oui. Nous avons des programmes, surtout dans mon Banganté natal, où vous m'aviez appelé, où j'étais en confinement. Je partirai d'ici quelques jours pour continuer ce programme qui a été mis en place dans le cadre du respect des mesures barrières, du strict respect des règles de l'OMS et tout ce qui a été mis en place par le gouvernement camerounais pour sauver la vie des Camerounais face à cette pandémie que jusqu'ici nous ignorons encore l'origine. Et comme a dit un adage, tout ce qui sort de la Chine ne dure pas. Cette pandémie, tout ce qui sort de la Chine ne dure pas. Donc, vous qui êtes le président de la Chambre de consommateurs, vous le savez au moins que tout ce qui vient de la Chine ne dure pas. C'est pour dire aux Camerounais de ne pas avoir peur, d'avoir beaucoup plus peur de l'hépatite, du paludisme, du sida, de l'AVC, mais pas du Covid-19. Que dites-vous Camerounais qui disent aujourd'hui que les consommateurs sont exposés et qu'on ne prend pas réellement soin d'eux? Oui, ceux qui le disent, c'est ceux-là qui ne savent même pas les droits et qui ne les respectent pas. La protection des consommateurs se regroupe autour de 8 droits. Je l'ai dit tantôt sur ce programme. Le droit à la sécurité, je parle sous le contrôle du docteur, le droit à la satisfaction des besoins, le droit à un environnement sain, le droit d'être entendu, le droit au choix, etc. Et au regard de ces 8 droits, l'État camerounais a mis en place la loi de 2011 sur la protection du consommateur qui est venue combler le vide juridique qu'il y avait au sein de cette protection. Ce qui fait donc que chaque consommateur peut rester en justice, porter plainte lorsque ses droits sont bafoués vis-à-vis des opérateurs économiques véreux. Ce n'est plus à la chambre de faire le gendarme derrière chaque consommateur. D'ailleurs, quand vous allez dans les supermarchés, les grandes surfaces, vous voyez les consommateurs curieux qui prennent un produit, ils regardent la date de péremption, ils regardent l'adresse du fabricant. Je dis encore que beaucoup d'efforts. C'est normal? C'est normal, voilà, c'est des résultats que nous apprécions à notre niveau. Quant à ceux-là de dire qu'ils sont exposés de quoi? Donc la balle est de leur côté aussi et ils doivent nous Prenons aider. le cas du Covid-19 aujourd'hui avec les cache-nez qui sont fabriqués à gauche et à droite. Justement, le consommateur en souffre. Oui, vous parlez de cache-nez. Vous voyez le genre de cache-nez que je porte. Oui. Il est fait made in Cameroun. Parce que lorsque cette affaire de Covid est arrivée, les pharmaciens nous vendaient des cache-nez à 2000 francs. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voyons des cache-nez dans des... C'est des gens qui fabriquent des cache-nez dans des quartiers. Et déjà que l'ANON a mis en place une directive en matière de conformité sur ce cache-nez pour que les consommateurs puissent porter et être en sécurité. Ouais. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je vais me tourner d'ailleurs vers le docteur Ntolo ce matin. Docteur Ntolo, on parle depuis 2 mois aujourd'hui du Covid-19 et certains Camerounais, pour ne pas dire certains Africains qui nous suivent d'ailleurs actuellement, ont peur et ne connaissent pas réellement quels sont les symptômes réels, il faut le dire comme ça, du Covid-19. Effectivement, vous avez utilisé le mot peur. Il faut vraiment avoir peur. Oui. Parce que, on ne cesse de le dire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que le Covid-19 est en train de prendre le pas. Les statistiques sont claires aujourd'hui. On est à pratiquement 2 millions, plus de 2 700 000 personnes confirmées dans le monde. Et avec plus de 30 000 personnes confirmées en Afrique. Et au Cameroun, il y en a plus de 1800. Et les chiffres vont encore évoluer. Donc, il faut avoir peur. Il est donc question de sensibiliser les Camerounais, que les Camerounais sachent que
ce sont des signes que nous connaissons. Ça veut dire, c'est un patient qui va arriver présentant une fièvre, c'est-à-dire une température température élevée, notamment au-dessus de 37,8 degrés Celsius. C'est un patient qui arrivera avec un nez qui coule, des maux de tête, une asthénie, c'est-à-dire qui est fatigué, qui se sent fatigué, qui sent une fatigue musculaire. C'est ce patient-là qui a des douleurs au niveau des articulations. C'est également un patient qui a perdu son odorat, c'est-à-dire la sensibilité à percevoir, à humer les odeurs. Oui. C'est aussi ce patient-là qui viendra, qui se plaint de diarrhée sans cause apparente. Il va vous dire, je fais les selles liquides depuis pratiquement 2 jours. Oui. Et c'est ce patient-là qui viendra avec une toux. Une toux dans le cas du Covid, une toux sèche. Mais sinon, il y a quand même, au-delà de tous ces symptômes que je viens de relever, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Le Covid-19 ne vient pas nous empêcher de comprendre qu'il y a également certaines pathologies qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Puisque nous sommes aussi à une période de grippe, naturellement. Et il faut comprendre que les populations, n'est-ce pas, doivent venir dans les hôpitaux. Parce qu'on est en train de... C'est-à-dire il y a une certaine psychose. On se rend compte que les gens ont peur de venir dans les hôpitaux. Or, en principe, c'est dans des hôpitaux où on a la capacité de les prendre en charge. De les prendre en charge, la capacité de dépister, de faire la différence entre une simple grippe ou alors le Covid-19 et une infection à coronavirus. Donc, c'est ça en fait. Mais on constate plus que les populations restent dans les maisons. Oui. Et malheureusement, le confrère de Douala-Troisième, le conseiller municipal, il est parti. Dans cette mission de sensibilisation, parce que je n'ai pas entendu ça dans son discours, dans cette mission de sensibilisation, il est question de dire également aux gens de venir à l'hôpital lorsqu'ils ont ces symptômes. Et maintenant, j'allais oublier, il y a maintenant des complications. Oui. Ça veut dire un patient qui commence à présenter, qui a des difficultés à respirer. Et lorsque cette difficulté à respirer s'installe, il ne faut pas attendre, il faut venir à l'hôpital. Et quand on dit hôpital, c'est tous les hôpitaux. Je pense qu'il y a des hôpitaux de district c'est-à-dire les hôpitaux de district sont à proximité des populations. Il y a des centres médicaux d'arrondissement qui sont à proximité. Il y a même des centres de santé intégrés. Et chacun, en fonction de sa compétence, a la capacité de référer ces cas vers les formations. Éternuer fait-il partie justement des symptômes du Covid-19 ? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une voiture et que vous éternuez, tout de suite vous faites peur à toutes les personnes qui sont dans la voiture. Oui, c'est une psychose qui s'installe dans la population. Éternuer ne doit pas faire peur aux gens. Puisque avant le Covid-19, on éternuait déjà. On éternuait déjà. Est-ce qu'on va interdire aux gens d'éternuer aujourd'hui? Si par exemple je tousse maintenant là, ce sera parce que j'ai le coronavirus? Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez avoir juste un petit chat à la gorge et puis vous éternuez. Et nous sommes en Afrique. De temps en temps, on nous dit au village quand quelqu'un pense à vous et tout le reste. Mais, pour être beaucoup plus sérieux, éternuer n'est pas... ça ne veut pas dire que vous êtes infecté, n'est-ce pas? Il faut un certain nombre d'étapes. Il y a tout un processus pour dire que ce cas est confirmé. Et maintenant, il y a toute une définition des cas. Ça veut dire, pour parler d'un cas suspect, il y a toute une définition des cas. D'accord? Pour parler d'un cas suspect, il faut avoir un certain nombre de signes. Quand vous arrivez dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a des fiches. On vous évalue sur un certain score. Et à partir d'un certain score, on dit, bon voilà, ce monsieur, il faut observer. Et à partir d'un certain score, on dit, il faut consulter. À partir de certains symptômes, en fait, il y a tout un counseling là-dessus. Oui. Il y a tout un counseling. Quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous dire, bon voilà, on vous rassure. Il y a des examens à faire, n'est-ce pas? Avant de dire ce monsieur est infecté. Donc, une simple éternuement, ça ne devrait pas inquiéter les populations. Mais en même temps,
les populations doivent rester en éveil. Justement, parlant de votre hôpital, l'hôpital de district de Lokbaba, l'hôpital d'Issesa, de Lokbaba, oui. Y a-t-il des malades du Covid-19 de ce côté-là? Nous n'avons jamais reçu de malades de Covid-19 à l'hôpital d'ici de Lokbaba. Merci pour cette question. Parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est-à-dire pour prendre le cas échéant, un mototaximan qui voulait garer juste devant l'hôpital, le mototaximan a dû tourner devant le portail et aller garer quelques 50 mètres devant le portail. Parce qu'il avait comme peur. quoi, et il disait, madame, descendez un peu plus rapidement parce que nous, on nous a dit qu'ici, il y a les cas de corona. Et je ne veux pas que l'affaire là me prenne. Donc, du coup, vous voyez, c'est une psychose qui s'installe auprès des populations. Et il faut dissiper ça. Donc, l'autre frère de Douala 3e, c'est ce genre de choses qu'il faut dire aux populations. C'est-à-dire, l'hôpital de district de Lokbaba continue à travailler normalement comme tous les autres hôpitaux. Mais cela ne veut pas dire que nous ne recevons pas des cas suspects. Nous pouvons recevoir, il y a des gens qui viennent à l'hôpital, comme dans tous les hôpitaux d'ailleurs. On reçoit des cas suspects. Et quand on reçoit des cas suspects sur la base d'un certain nombre d'éléments cliniques, on prend des dispositions. Des dispositions que vous connaissez, avec le 15-10, oui. D'accord. Et on a la chance d'avoir un hôpital, d'avoir un district dans l'hôpital qui prend des dispositions pour le prélèvement, pour l'acheminement de ces prélèvements, n'est-ce pas? Et pour l'acheminement, le transfert des malades. Oui. Donc il y a tout un dispositif, les populations ne devraient pas avoir peur. Particulièrement le cas d'ici de Lokbaba. Vous dites haut et fort à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas de malade de Covid-19 du côté de Lokbaba. Il n'y a pas de malade de Covid-19 du côté de l'hôpital d'ici de Lokbaba. Ça, il faut le dire. Calvin, qu'est-ce que la Chambre des consommateurs prévoit justement pour parlons des consommateurs justement qui sont à la maison aujourd'hui et qui sont confinés? Avant de revenir à votre question, je dois dire au docteur que les gens ne viennent pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur. Parce que l'hôpital aujourd'hui est considéré comme le centre de Covid, de contamination. Les mesures de sécurité au niveau de l'hôpital ne sont pas garanties. Quand tu es malade aujourd'hui, on dirait ne va pas à l'hôpital. Appelle le médecin à la maison. Et ça a donc créé cette psychose. J'ai appris au docteur de pouvoir sensibiliser les gens là-dessus. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est les prises en charge. Jusqu'ici encore, nous ne savons pas si les malades de Covid, les soins sont gratuits ou pas. Déjà, ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux à travers l'hôpital au secret, les gens qui meurent dans la cour, dans les voitures, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et le coût est élevé. J'attire donc l'attention du docteur, vous qui êtes... Non, il faut que vous sachiez, M. Calvin, jusqu'à preuve de contraire, tous les malades du Covid-19 sont pris en charge par l'État. Et il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, il y a d'ailleurs des chiffres qui ont montré que chaque malade du Covid-19 coûte à l'État 300 000 francs CFA chaque jour. Donc, il y a également des centres prévus pour ça. Il ne faut pas également l'oublier. Oui, nous devions le savoir. Sur le contrôle, les médias relaient d'ailleurs cette information depuis longtemps. Nous devions le savoir, monsieur Steve. C'est des faits réels, c'est des faits d'annonce. Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, ce qui est fait à la Chambre. Oui, rapidement. Depuis le début du mois de mars, nous avons proposé à l'État camerounais un certain nombre de mesures. Oui. Parmi lesquelles les mesures les plus adéquates, c'est-à-dire donner aux Camerounais de quoi manger. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de se confiner à la maison, au regard de son pouvoir d'achat très très réduit, il va mourir de faim. Ce qui fait donc que là sur le marché, il n'y a pas assez de denrées. Pour des raisons que nous connaissons. Et là, ces denrées ne sont pas accessibles à tous les bourses. C'est de ça qu'il est question. Imaginez, vous êtes à la maison confiné, c'est quand Union vient vous couper le courant. C'est quand Tanwata vous suspend de l'eau. Voilà les problématiques, autant de problèmes que les Camerounais ont à leur niveau. C'est autant nous avons proposé des alternatives à l'État, des mesures d'assouplissement. Il faut que satisfaire d'abord la demande locale, encourager la production agricole. Il n'y a pas de nourriture parce que le cultivateur d'un Konsamba qui a amené la nourriture à Douala, il ne l'apporte plus pour des raisons que nous connaissons, ainsi de suite. On nous parle donc de Covid. Donc, il faut que les gens s'alimentent énormément, déjà à ce niveau. Je crois que l'État, ça a été l'objet d'un plaidoyer.
je crois que nos besoins seront entendus et je crois que nous allons vaincre cette pandémie. Mais nous n'allons pas baisser la garde au niveau de la sensibilisation pour dire que, et c'est vrai, il a parlé de peur. Moi, je veux qu'on enlève le mot peur, parce que c'est psychologique. Puis vous dites à quelqu'un que le Covid, l'AVC va s'introduire là-dedans et il va craquer. Merci beaucoup. Calvin Nia d'avoir été donné ce matin. Vous également, docteur, donc vous nous rassurez que jusqu'à preuve du contraire, si un malade du Covid-19 arrive chez vous, il y a un centre dans lequel il peut y arriver, il peut être acheminé. Oui, il y a des centres à cet effet. Vous avez bel et bien lu l'arrêté de monsieur le Premier ministre. Oui. Oui, qui a défini des centres Covid dans toutes les régions du Cameroun. Et je pense que l'hôpital d'ici de la Ouava n'en fait pas partie. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, permettez-moi de revenir, puisqu'on a la chance d'avoir le président de la Chambre de consommateurs. Oui,